Zoul, bonsoir. Dans n'importe quelle société politique moyennement avisée, qui dispose d'un SMIG de pudeur, qui a gardé le sens de l'éthique et de la morale, dans n'importe quel embryon de société civile, qui cultive ne serait-ce que le bon sens commun, la situation en Algérie aurait été appréhendée autrement que par cette ruée, ce tsunami, cette pléthore, j'allais dire, comme cette diarrhée de candidatures au présidentiel désormais annoncées. Oui, la situation est grave en Algérie, gravissime, au bord de l'explosion. Enfin, de ressources, dans un pays totalement ravagé par une mafia, un pays réduit à la plus simple expression du non-droit, de la non-société, de la non-morale, de la non-heshma, où toutes les institutions sont juste des façades pour permettre aux prédateurs qui se cachent derrière elles, derrière ces façades, de tromper cet ennemi qui est leur propre peuple, où tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une junte et de ses clientèles, où la corruption est le seul vrai moteur social et politique, où la cooptation, le népotisme, le tribalisme, le régionalisme se déclinent sans complexe, où la scène politique a été vidée de toute présence réellement représentative, réellement libre de l'influence du régime. Un pays où quasiment toute la jeunesse ne rêve plus que de le quitter, serait-ce au péril de sa vie. Bref, en peu de mots, un pays en déshérence, livré aux turpitudes d'une mafia qui ne connaît plus de limite à sa voracité, ni à son incompétence, ni à son impudeur. Dans une telle situation, dans un tel climat de détresse de tout un peuple qui n'a pas de pays de rechange, contrairement à tous les membres du régime qui tous se sont aménagés une cossue base arrière, là-bas, là où ils ont planqué leur fortune, leur bobonne et leur engeance. Oui, dans un tel climat où tout un peuple appréhende désormais la disparition pure et simple de leur pays. Ne voilà-t-il pas qu'au lieu de chercher les voies et moyens pour tenter de sauver ce qui reste de ce malheureux pays, de mettre en place un dispositif de vraie transition pour le remettre sur les rails de la normalité, pour restituer enfin la souveraineté au peuple, pour tenter de réconcilier les Algériens, eux qui ont été divisés, dressés les uns contre les autres. Ne voilà-t-il pas que, plutôt que de convoquer des assises du peuple tout entier, ou du moins de ce qui lui reste de représentants véritables, au sein de ce qui lui reste d'élite et de militants sincères, ne voilà-t-il pas que surgit de partout et de nulle part toute une flopée d'hommes providentiels qui ne craignent pas de faire des promesses mirifiques, de changement et de rupture avec la mafiocratie, qui jurent de sauver le pays et qui n'ont pas compris, ou vraisemblablement qui font semblant de ne pas avoir compris, qu'on ne peut pas changer un système avec les hommes, les moyens et les méthodes du même système, qu'on ne peut pas aller dans des élections où l'armée et certaines puissances étrangères décident qui sera élu dans l'habituelle parodie d'élections organisées par le même régime. Mais de qui se moque-t-on? Certains parmi ces nuées de candidats, dont certains savent qu'ils ne sont
que des lièvres et d'autres pas, tout omnibilés par leur rêve d'un destin national. Oui, certains parmi eux vont jusqu'à nous promettre, en guise de programme, l'avènement de quoi, s'il vous plaît? L'avènement d'une deuxième république. Comme ça sonne bien. Sauf qu'il faut mine d'oublier que pour appeler à l'avènement d'une première république, encore aurait-il fallu qu'il y en ait eu une première république. Or, qui ne sait pas en Algérie que nous n'avons jamais connu une quelconque république? Qu'il me suffit seulement de rappeler, sans entrer dans des circonvolutions à ne plus en finir, que le sens profond de la République est un mode de gouvernement d'un pays où le pouvoir est confié aux représentants élus du peuple, des représentants réellement élus, de façon démocratique, réellement démocratique. C'est cela, une république. Et donc, rien à voir avec ce système qui a capté la souveraineté du peuple depuis le premier jour de l'indépendance du pays. Un pays dont l'armée a toujours été le rouage essentiel et principal du pouvoir, où toutes les élections, hormis une seule, ont été systématiquement truquées par le régime, jusqu'au point où les sièges se vendent désormais aux enchères publiques, au vu et au su de tout le monde. C'est cela qui nous interpelle aujourd'hui. Des pseudo-élites politiques autoproclamées, sorties des plis même du régime, de ses tréfonds, et qui s'engouffrent, à qui mieux, dans l'opportunité que leur offre le même régime de le montrer derrière le visage d'une république honorable, d'un État honorable, un État de droit qui se distingue par la séparation des pouvoirs, comme nous l'a dit monsieur le ministre de la Justice, où l'armée est une grande muette politique qui ne se mêle pas de politique, comme nous l'a dit le chef d'état-major, puisqu'elle ne s'exprime jamais sur la chose politique. Un État dont le chef de l'État actuel n'a pas été l'otage, non, il n'a pas été l'otage d'une mafia qui régnait et qui règne toujours en son nom et qui prépare les élections dont on ne sait même pas s'il y sera encore ou non. Aujourd'hui. Liberté. Mouatana va s'adresser aux candidats à la présidentielle. Appel au retrait collectif si Bouteflika se présente. Par Ali Bourlef. El Watan. Amrouche à propos de la présidentielle. Les élections en Algérie ne donnent ni légitimité ni pouvoir. Par la rédaction. TSA. 5e mandat de Bouteflika. Le brouillard ne s'est pas dissipé. Par Marlouf Meni. Présidentielle, les candidats pleuvent. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Hassan Hirsch, docteur en sciences économiques et néanmoins analyste politique. Merci Hassan d'être avec nous. Bonsoir Jamal, bonsoir les téléspectateurs et merci pour l'invitation. Merci. Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Saïd, merci d'être avec nous. Merci beaucoup Jamal. Merci. Et merci de nous avoir mis ensemble. C'est toujours un plaisir d'avoir Saïd comme interlocuteur. Oui. C'est un honneur et un bonheur pour moi d'être en présence d'un grand frère. Et tout le bonheur et tout l'honneur sont pour moi, surtout. Qui m'a tant appris. Alors, au téléphone depuis Alger, Borhan Messir, ex-fonctionnaire international à la retraite. Borhan Messir, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir M. Benchino, bonsoir à vos invités et à tous les téléspectateurs de Al-Maralibia. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci. Restez avec nous, Borhan. Je vais commencer par vous. Rachid Nekez va nous rejoindre tout à l'heure. Il est candidat, lui aussi, à la présidentielle. Et il s'est fait, encore une fois, tabasser. Ça devient une routine, quasiment. On lui a volé son portable, me semble-t-il, par un maire. Il paraît que c'est un maire qui l'aurait pris à partie. Par un maire. Et ça renseigne un peu du climat général et de la violence qui est banalisée dans la société. Alors, Borhan Messir, avant de rentrer dans cette histoire d'élection et de candidats,
D'abord, qu'est-ce que vous pensez d'abord de la contribution, puis de l'interview de M. Mouloud Hamrouche? Oui, M. Mouloud Hamrouche, en l'espace de presque, disons, une semaine, est intervenu à 2 reprises et en 2 temps différents. Le premier temps, c'était avant la convocation du corps électoral, quand il a publié une contribution au niveau dans le journal El Watan, et la deuxième, post-convocation du corps électoral, bien évidemment, avec l'interview de ce matin publiée par le quotidien arabophone Al-Khabar. Alors, pour ce qui est de la contribution, d'abord, Brahim Messir, je sais que vous êtes un lecteur assidu de l'événement politique. Dites-moi, M. Mouloud Hamrouche est connu pour être un homme sérieux, comme on dit. Mais sinon, à qui est destinée cette contribution, puisque les termes en étant très recherchés, très châtiés, les exemples donnés étant très peu connus du grand public, à qui elle était destinée, cette contribution? Vous savez, au-delà de la qualité des termes qui ont été choisis, du vocabulaire, quand vous lisez profondément cette contribution, on sent que quelque part l'homme dit à ceux qui décident, bien évidemment, qu'en cas de problème, qu'en cas de vacances, du moins de candidature, je suis en position. Parce qu'une personnalité comme M. Hamrouche, qui vous fait une contribution et qui vous étale carrément un état des lieux de ce qu'a été l'État algérien depuis 1962 et de sa relation avec ce qui est appelé le régime et le pouvoir, ce monsieur, quand il vous fait une contribution pareille, c'est-à-dire il vous identifie le mal, il s'arrête là. Mais il s'arrête là en vous envoyant des messages disant que quelque part je suis présent et je suis ici dans le cas où le pays a bien évidemment besoin de moi. Alors, d'après vous, il fait une offre de service ou il se met en réserve de la République, comme disent les uns ou les autres? Personnellement, je penserais vers la deuxième hypothèse, il se met carrément en réserve. Et ça a été confirmé dans le quotidien Al-Khabar d'aujourd'hui, l'entretien qu'il a eu. C'est vrai que quand on fait une lecture au premier degré, M. Hamrouche n'a pas dit qu'il se portait candidat. Mais n'empêche, quand on fait une lecture au deuxième degré, M. Hamrouche également n'a pas dit qu'il ne se présentait pas. Et quand on fait un état des lieux pareil, quand on vous dit que d'être responsable en Algérie, que quelque part, quand on est responsable en Algérie, on n'a pas les coups des franges et que quelque part, on ne peut même pas appliquer son programme. Il a cité ce qu'il a eu comme problème durant au début des années 90. Il a même cité l'exemple de la fameuse réforme de la fonction publique qui a été initiée par le président Bouteflika. Donc il a dit que quelque part, quand on arrive à faire des choses et qu'on n'a pas les coups des franges pour plus ou moins travailler et assumer ses responsabilités, on insinue par là que quelque part, un candidat ne peut pas être candidat à la présidentielle, surtout s'il n'a pas l'aval de l'armée et surtout s'il est contre l'armée. Mais quelle est la différence entre la contribution parue sur El Watan et puis son interview? Au fond des choses, c'est-à-dire il n'a pas trop changé, c'est-à-dire il n'a pas changé d'un iota, il a continué dans ce raisonnement. C'est-à-dire pour lui, c'est le principe du moins par rapport à la définition de ce que aurait dû être l'État-nation, ce qu'auraient dû être les institutions algériennes, ce qu'aurait dû être un régime. C'est-à-dire il n'a pas changé, le plus important c'est qu'il a élaboré un état des lieux, aussi sombre soit-il, en perspective bien évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en restant bien évidemment en tant que réserve de la République. Restez avec nous, Brahim Messir. Hassan Hirsch, ce bel euphémisme, cet euphémisme très élégant de se mettre en réserve de la République, est-ce que, en fait, ce n'est pas tout simplement une offre de service faite à une junte qui, elle, désigne qui doit être chef de l'État et qui, elle, n'est pas une république, mais une junte, une oligarchie, tout ce qu'on veut, sauf une république? Oui, il n'y a jamais eu de république, donc même quand on dit on va construire une deuxième république, j'espère que ce n'est pas une république bananière comme ça existait depuis 1962. Quant à M. Hamrouche, qui est un homme respectable, qui est quelqu'un qui a une grande culture politique et qui a une grande expérience, etc., je pense qu'il a fait son entrée en scène parce que, quelque part, il doit se dire peut-être qu'il y aura un miracle et qu'on aura des élections plus ou moins libres et dans lesquelles je pourrais m'engouffrer. C'est ce qui s'était passé en 1999 quand il s'était présenté.
Et c'est suite à la demande de Hossein Aït Ahmed que tous les candidats se sont retirés, laissant Bouteflika, évidemment, seul candidat, dans la mesure où il a été ramené du Moyen-Orient pour servir l'oligarchie au pouvoir et durer comme il a duré, c'est-à-dire qu'il est là depuis maintenant 20 ans. Voilà. Donc, moi, je ne jetterai pas, comment dire, d'anathème sur des personnalités comme Mouloud Hamrouche, parce que, bon, je pense qu'il a été capable de changer. C'est un homme du système, il le dit lui-même. Oui. Il dit aussi que le pouvoir ne changera que de l'intérieur. Tout à fait. Et il dit aussi quelque chose d'extrêmement important que je viens de noter. Il dit que l'élection n'apporte ni légitimité ni pouvoir. Effectivement, quand on regarde l'architecture des institutions algériennes, on voit, et je l'ai déjà dit 2 ou 3 fois ici sur votre antenne, on voit que c'est une construction totalement schizophrénique. L'élection d'un maire ne lui attribue pas justement un pouvoir. Son pouvoir, il est détenu par le chef de daïra pour l'essentiel des prérogatives concernant l'espace géographique de sa commune. On élit un président de l'Assemblée populaire de Wilaya, mais en réalité, il n'a pas beaucoup de pouvoir, il n'y a presque rien. C'est le Wali qui détient l'essentiel du pouvoir politique, policier, argentier, ainsi de suite. Et on élit une Assemblée nationale. On sait très bien que cette Assemblée nationale, on a vu le théâtre qui s'est déroulé avec le président de cette Assemblée qui a été évincé. On a vu comment un autre a été parachuté. Et donc on sait très bien que c'est une caisse de résonance et que finalement ces pouvoirs à elle, à l'Assemblée nationale, sont détenus par l'exécutif. Et on sait aussi qu'on élit un président. Et le véritable pouvoir lui échappe. Lui échappe de toute façon lui-même. Bouteflika. Malgré lui, puisqu'il est malade. C'est malgré lui ou pas, avec lui plutôt, je dirais. Ah bon? Avec lui, parce qu'il a accepté le jeu. Il s'est pris à son propre piège. En 1999, quelques temps après sa désignation, il disait qu'il ne voulait pas être un 3/4 de président. Oui. Mais à l'époque, il avait la pleine conscience. Oui. Non seulement il avait pleine conscience qu'il jouait le jeu des décideurs, mais encore une fois, voilà, on élit un président, mais derrière, c'est un certain nombre, ce que je disais la dernière fois, c'est des mains invisibles. C'est comme on dit aujourd'hui, l'état profond. Oui, tout à fait. Ou la mafiocratie occulte. Il y a des tas de choses. Hein. Absolument. On peut le qualifier de différentes manières. Toujours est-il, encore une fois, c'est une architecture institutionnelle totalement schizophrénique. C'est ce que dit Mouloud Hamrouche en d'autres termes, oui. À savoir qu'effectivement, les élections ne procurent pas ni le pouvoir, ni la légitimité aux élus. Et on l'a vu d'ailleurs ces dernières années, c'est carrément la gabegie, c'est la corruption, mais alors instituée, au vu, au su du peuple algérien, l'expression de la shkara, on achète carrément des postes de sénateurs, des postes de députés. On connaît même les montants. On connaît par exemple le montant du sénateur de Tlemcen qui a acheté ses charges, hein, si tant est qu'on peut les appeler ainsi, à 16 milliards de centimes. Celui de Blida, je crois, 24 milliards. Non, de TBSA, 24 milliards. Oui. C'est un peu aux enchères publiques, au souk. Oui, mais il faut savoir que c'est ce qui se passait dans les pays européens du temps des monarchies au Moyen-Âge. Oui, oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui voulait absolument, approcher la cour... Ils achetaient leurs charges. Absolument. Oui, oui, absolument. C'est tout à fait ça. Et on est tout à fait dans cette configuration-là. C'est la République, entre guillemets, algérienne, est une république monarchique. Ça, c'est évident. Donc, monarchique, ça veut dire héréditaire à la limite? Ce n'est pas exclu non plus. On l'a vu au Venezuela, qui est un pays comparable. Oui. Je pense que pour comprendre l'Algérie, il faut voir ce qui se passe dans les pays comparables. Aujourd'hui, l'élection en Algérie risque, de mon point de vue, d'aboutir au même processus qu'au Congo, en RDC.
On a vu le président Kabila tergiverser, attendre, reporter l'élection, ainsi de suite. Et puis là, transmettre à son fils. Non, mais là je parle du fils. Là. Ah, d'accord. Je parle du fils. Et là, on a vu des élections qui se sont déroulées. On a vu qu'il y avait un deal, que le deuxième qui est arrivé en réalité, selon les observateurs, selon l'Église, selon un certain nombre de calculs, c'est le candidat qui est en deuxième place en réalité, qu'on a mis en première place, parce qu'il y a un deal avec le président Kabila, lequel président Kabila a été, très prévoyant pour se prémunir de toute éventualité, a fait voter aussi une victoire pour lui, pour l'Assemblée, pour le Parlement. Oui. Donc, même dans une espèce d'alternance, soi-disant, c'est où certaines puissances étrangères ne sont pas absentes du tout. C'est un peu le même schéma qui détient le véritable pouvoir. Donc, c'est une mascarade, un théâtre, comme ça a été dit par M. Rosali. Oui, il dit c'est une comédie. Voilà, c'est une comédie totalement. Ouais. Et encore une fois, ce n'est pas nouveau. C'est un processus qu'on a connu dans beaucoup de pays comparables au nôtre, le Soudan, encore une fois le Venezuela, encore une fois la RDC, etc. Ça décline, avant d'arriver aux élections proprement dites. Donc, M. Hamrouche, je vous repose la même question que pour Borhan. Offre de service au régime en place, à l'oligarchie qui tient le pays, ou il se met en réserve de la République, comme on dit beaucoup plus élégamment? Merci encore une fois pour l'invitation. Je salue les téléspectateurs et les honorables invités. Maintenant que l'Eilat Shekl Intikhabi a été observé, le croissant a été observé, allons discuter un peu de tout ce qu'on veut. Simplement, ne les appelons pas par décence et par respect aux mots, à la langue, à toutes les langues. Ne les appelons pas élections. Les mots, comme dit Françoise Dolto, la première des corruptions, c'est la corruption du langage. Si maintenant, eux, ils souhaitent les appeler élections, nous refusons de dire élections. Si certains nous disent que le président a convoqué, nous refusons de cautionner le mensonge. Le premier, je crois que quand on est militant, la première des choses qu'on doit à tout le monde, pour être un citoyen modèle, avoir une éthique commence par la vérité. Donc dire la vérité. En Algérie, jamais de la vie, il y avait eu d'élections propres, honnêtes, sauf en 1991, simplement. Certains le reconnaissent aujourd'hui, tout en n'assumant pas leurs responsabilités, et c'est toute la différence qu'il y a. Et là, j'introduis la discussion avec M. Hamrouche, qui dit « nous avons tous échoué, y compris moi ». C'est-à-dire il accepte sa part de responsabilité, contrairement à la deuxième lettre où on lit effectivement que les élections, les seules élections sont les élections de 91, mais par contre, il ne prend pas sa part de la responsabilité. Je n'irai pas... vous savez, nous avons l'habitude, à la place de la discussion, d'opposer la suspicion. Je ne suis pas tant suspicieux jusque-là pour savoir les intentions. Dans une lettre, il y a l'écrit, il y a le dit, il y a le non-dit. Il y a aussi le lexique utilisé. Il y a aussi l'architecture de la lettre. Moi, je pense qu'elle est subdivisée en trois parties. Pour ma part, d'abord de l'origine de l'État, c'est-à-dire d'où vient l'État algérien, tout en faisant parfois un certain nombre de parallèles, sans pour autant qu'il y ait de pédance, comme on disait, de l'origine. Et cette origine, son ferment, c'est le mouvement national. Et s'il avait fait référence... Non, mais sans parler de pédanterie, nous n'allons pas remonter aussi loin. Nous n'allons pas faire une analyse de... Parce que ce n'est pas notre sujet. Oui, mais juste pour vous rappeler que dans cette... Si tant est que c'était là son intention,
Il n'a rien dit du coup d'État de l'armée des frontières. Il n'a rien dit du coup d'État de 65. Il n'a rien dit de la composante réelle des putschistes qui sont rentrés au pays, qui sont venus des frontières et qui ont tué des milliers de Moudjahidines de la LN. Donc, on ne peut pas lui prêter cette intention d'avoir voulu remonter au fondement du régime actuel. Le constat, il est clair. Oui. C'est qu'il y a menace sur l'effondrement de l'État. Oui. Faudrait-il le dire directement ou faudrait-il l'insinuer? Je lis une phrase. L'État, à l'instar de l'armée, ne peut, du fait de sa nature et de la nature de ses missions, de son rôle et de sa finalité, structurer la société. Rien qu'à cette phrase, on comprend que si aujourd'hui il y a cette menace... Parce que l'État devrait être l'émanation de la société. Mais c'est élémentaire ce qu'il nous dit là. Ce n'est pas sorti. Mais il y a encore beaucoup plus loin. Il y en a encore d'autres phrases. Non, mais pourquoi il y a tout une ça, autre où il dit... Pourquoi ces questions existentielles, à quoi ça peut nous servir à un moment pareil? Est-ce qu'on a besoin qu'un M. Hamrouche vienne nous dire l'État risque de disparaître? Tout le monde le sait. Le dernier citoyen lambda se pose aujourd'hui des questions sur demain. C'est l'incertitude du lendemain pour tout le monde. Je suis tout à fait d'accord, mais le fait déjà qu'on parle aujourd'hui de la lettre de Hamrouche et qu'on ne parle pas des OPNI, des objets politiques non identifiés, je viendrai après. Elle est bien, ça. J'en ai encore parce qu'il y a des OPNI, il y a des objets volants non identifiés, il y a un certain nombre de choses qui se passent dans le paysage politique algérien. C'est déjà... Oui, mais Saïd, vous n'avez pas répondu à ma question. La question... Est-ce que M. Hamrouche, parce que nous devons déboucher sur cette question des élections. Je ne pense pas qu'il en est là. Nous ne sommes pas en train de faire une analyse de... Est-ce que M. Hamrouche fait une offre de service au régime, c'est-à-dire à l'armée qui tient le pouvoir, pour dire je suis là pour remplacer M. Bouteflika, ou est-ce qu'il se met en réserve de la République, comme on dit, sachant, il est mieux placé que quiconque, pour savoir qu'il n'y a pas de République, qu'il y a un régime mafiocrate de toutes les façons. Ni l'une ni l'autre. Oui. Simplement, tout à l'heure, vous avez évoqué cette histoire de Deuxième République. Oui. En fait, c'est une... parfois, je préfère l'original à la copie. C'est M. Aït Ahmed, paix à son âme, qui parlait de la Deuxième République, mais il n'a jamais dit que la Première République, c'était après 62. La Première République d'Aït Ahmed, c'est le GPRA. La Première République, c'était avant l'indépendance. D'accord. Là, c'est plus acceptable. Aït Ahmed n'a jamais dit que la Première République, c'était après 62. Dans aucun de ses écrits, ni même dans ses mémoires. Mais simplement... Vous êtes sûr, Saïd Aklim? Je suis certain. Parce que là, c'est un éclairage qui mérite qu'on en parle. Je suis certain. Et j'attendais justement depuis un moment, et depuis que les OPNI en parlent, d'avoir une tribune pour qu'on puisse clarifier cette situation et de dire... Oh, mais en Algérie, il n'y avait jamais eu de république. Pourquoi? Parce qu'une république, c'est des attributs. C'est pas simplement comme ça, là. C'est un sens juridique, un sens politique, un sens éthique, un sens philosophique. Donc, ce qui a été fait depuis 1957, à savoir l'assassinat d'Aban Ramadan, ne prédisposait à la construction de la République. Mais il y a un petit souci, après on va passer au sujet. C'est que le GPRA n'a pas été élu non plus par le peuple. Oui, c'était un autre contexte. Même si la légitimité était autrement plus conséquente, mais nous ne pouvons pas dire... parce que pour moi, la République, c'est un modèle de gouvernance dont les dirigeants sont des représentants du peuple, élus par le peuple ou désignés par les représentants du peuple. Tout élément de l'histoire doit être analysé en fonction de 3 facteurs. L'espace, le temps et le contexte. Oui. Les contextes ne sont pas les mêmes. L'espace n'est pas le même. Le temps n'est pas le même. Et la configuration, ainsi que l'ensemble de l'environnement, n'était pas le même. Donc, je pense que Ben Mhidi, élu ou pas, a plus de légitimité. Très certainement. Que Ben Bella, qui par la suite fut intronisé par un simulacre. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes... comme l'appelle, je crois, c'est Bruno Latour,
nous sommes dans la situation de la simulation et du simulacre. Maintenant, prêtez des attentions à vouloir faire des offres de services à réserve de la République. S'il voulait bien avoir, il y aurait bien d'autres moyens pour pouvoir offrir ces services. Il l'aurait fait en 99, il l'aurait fait en d'autres années, il l'aurait fait maintenant. Quand on pose aujourd'hui et quand on nous sort du débat de l'espace militaire clos, parce qu'on veut nous enfermer dans un espace. Aujourd'hui, il y a le vice-ministre à la Défense ou le ministre à la Défense, je ne sais même pas comment on l'appelle, qui s'est déplacé à la première région militaire et qui nous parle des élections. Oui. Et quelque part... Et justement, il dit, en substance, que l'armée va garantir la bonne tenue des élections. Est-ce que nous allons l'écouter dans un petit moment, est-ce que ce n'est pas plutôt au ministre de l'Intérieur, dans n'importe quel État moyennement honorable, de parler des élections et de garantir la bonne tenue des élections? Mais pourquoi est-ce que c'est à l'armée de le faire? Mais Djemeldine, oui. Le génie de l'homme politique qui sait faire son mea culpa, de se remettre en question, c'est d'avoir la capacité d'anticiper et de répondre à ce genre d'événements. Mouloud Hamrouch lui a répondu dans sa lettre en disant que le rôle de l'armée, ce n'est pas tant de s'immiscer dans le politique, c'est d'assumer ses missions régaliennes qui est la défense du territoire et du peuple. Mais on aurait voulu qu'il le dise de façon plus forte. Maintenant, il l'a dit justement, moins alambiqué et moins sibylline. Il l'a dit justement dans sa lettre. Monsieur Bedoui, oui. Au lieu de s'inspirer des grands hommes politiques, d'avoir des responsabilités. Ce n'est pas de dire aujourd'hui les haragas, l'erreur c'est à Facebook et à Rai. Là c'est atroce. Là, on essaiera de faire une émission sur ça. Rapidement, nous allons essayer d'aller plus vite et nous allons voir quelques images. En deux demi-phrases. Oui. Je voulais lui répondre, mais je te laisse la priorité. Au rôle de l'armée. Il suffit de faire une toute petite observation. C'est que tous les officiers supérieurs, des colonels, des généraux, etc., qui partent à la retraite. Oui. Quand ils prennent la parole ou quand ils prennent leur plume, ils nous parlent de quoi? Est-ce qu'ils nous parlent de l'armée? Est-ce qu'ils nous parlent de la sécurité du pays? Est-ce qu'ils nous parlent d'une stratégie éventuellement, d'une stratégie militaire concernant l'Algérie dans son entourage géopolitique, etc. Non. Tous les généraux, tous les colonels qui sont à la retraite, qu'ils soient du DRS ou qu'ils soient de l'armée, ils nous parlent politique. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a une culture politique à l'intérieur de l'armée et qu'ils n'ont fait que de la politique pendant toute leur carrière, parce que c'est eux qui avaient... C'est tant est que nous pouvons appeler ceci de la politique. Enfin, la politique politicienne dans le sens où ils ont dominé. Et nous allons écouter... Pardon, Saïd. Juste une précision, on parle du commandement militaire. Hein. Oui. Alors, nous allons écouter M. Gaïd Saleh, le général du corps d'armée Gaïd Saleh. Puis, nous allons voir trois candidats, des extraits de trois candidats parmi les 35 ou 36 qui sont présentés jusqu'à présent. Puis, nous allons continuer à faire un tour de micro, sauf que je demanderai à mes invités d'aller un peu plus vite pour que nous puissions aborder beaucoup de sujets. M. Gaïd Saleh. يسعى أفراد الجيش الوطني الشعبي إلى أن يوفوا بواجباتهم الوطنية نحو بلادهم بما في ذلك القيام بالواجب الانتخابي برفقة إخوانهم المواطنين وفق الإجراءات القانونية السارية المفعول وهذا على الرغم من إبقاء بعض الأصوات مع الأسف الشديد متمسكين بإعادة طرح ذات الأسئلة يتساءلون لماذا ينتخبوا أفراد الجيش الوطني الشعبي داخل الثكنات وعندما أصبحوا منذ 2004 يمارسون واجبهم وحقهم الانتخابي خارج الثكنات. Là, il était en train de nous dire, quand les militaires votaient à l'intérieur des casernes, on disait qu'est-ce que c'est que ce trafic, ces magouilles. Et même après, quand on les envoyait voter avec leurs compatriotes à l'intérieur des casernes, il y a des voix qui sont élevées pour dire ceci, cela, et dire plus loin que l'armée garantit la tenue des élections et tout. Et là, nous allons voir des extraits sur trois candidats, dont une candidate, la première de l'histoire de ce pays, vraisemblablement.
التدهور تاع الشعب اللي راني نشوف فيه ضايع هكذا، واللجان والشباب تاعنا وبلادنا وهكذا، والاقتصاد هذا اللي راني فيه. انا عندي قسمت مع ربي سبحانه، يعني كاين امور ما نقدرش نفسرها لكم دوكا، مي مع الوقت ان شاء الله تعرفوا. راكي دايره ثقه في الشعب هذا يفوتي لك؟ ثقه الشعب، انا راني مع الشعب، بنحمي البلاد، راني قاسمه عليها عند ربي سبحانه، ومتعهده مع ربي سبحانه. انا واش داني لهذه السياسه؟ واش ما عجبكش في البلاد؟ واش ما عجبكش في السيره دوكا؟ انا يعني نعاون بلادي، الشباب تاعي نحميه، يخدم، ياكل، الاسواق راهي غاليه بزاف الحوايج اللي ما نقدرش نهضرهم لك هكذا في اللحظه هذه اللي الشباب تاعنا راه يبيع في الواد. ماذا بيا نتغلب على امريكا بالجانب السياسي. يعني الجانب السياسي انا بالنسبه لي يصبح دي بروغرام انفورماتيك، حتى في الناحيه العسكريه يكون هناك يعني دي بروغرام انفورماتيك تحكم الجانب العسكري. خويا انا قلت لك انا نحب النفس الدول العظيمه، ما نحبش النفس دول العالم الثالث بصراحه. حنايا نتكلوا ان شاء الله على ربي، ثم على لي زانديفيدي اللي عندهم طموح ويحاولوا يحققوا الافكار تاعهم في الواقع. J'aimerais qu'on essaye de nous préparer aussi celle de M. Zerdoud, celle du mandat passé. M. Zerdoud qui nous parle des prix de la pomme de terre, pour donner une idée un peu. Sinon, nous arrivons donc aux élections. Voilà, il y a 35 personnes qui se présentent. Il semble qu'il va y en avoir beaucoup plus. Des poids lourds entre guillemets de l'opposition, comme ils se qualifient eux-mêmes, opposition, ne sont pas encore présentés, mais c'est déjà dans l'air. Ça va aller. Comment, Hassan, je vous demanderai d'être assez rapide pour que nous puissions tourner. Ça va être comment? Ça va se passer comment? D'abord, les trois candidats là que je viens d'entendre, c'est totalement pathétique. Hein. Ouais. Ça fait mal au cœur, quoi. C'est beaucoup d'émotions. Il n'y a rien de politique, il n'y a rien de programmatique, etc. On est vraiment dans le niveau algérien qu'on retrouve au sein de certaines classes politiques qui nous dirigent et qui ont un niveau à peu près comme celui-là. Il ne faut pas croire, hein, malheureusement. Justement, Bouteflika, il n'a pas de niveau non plus. Hein. Justement. Alors, à part savoir parler, peut-être. Oui, à part. Qui dit savoir parler, savoir mentir aussi. Il lit mieux les textes qu'on lui lit, qu'on lui écrit, il les lit mieux que la dame ou que le monsieur. Que son ministre de la Défense, que son vice-ministre de la Défense, qui n'arrive pas à lire vraiment correctement, à réciter en fait la leçon qu'on lui a demandé de débiter. Hein, c'est incroyable. Voilà. C'est totalement effrayant quand on voit que c'est un pays de plus de 40 millions d'habitants et qu'il fait partie d'un échiquier géopolitique majeur. Hein. L'Algérie, ce n'est pas un petit pays. Il est entouré de pays pas très stables et la conjoncture mondiale appelle à plus de sérénité. À part la Libye et le pays du Sahel, à droite comme à gauche, la Tunisie comme le Maroc, ils sont stables? La Tunisie est un pays affaibli. C'est un pays plus ou moins stable au niveau de ses institutions, mais le niveau économique est tellement menacé. Aujourd'hui, la Tunisie fait face à de grandes difficultés. Mais c'est une société courageuse qui tient le coup. Ce sont des politiciens d'un très bon niveau. Mais les élections sont très honnêtes. Oui, non, mais ce que je dis, c'est tout ce qui nous sépare. Tout à fait. C'est un pays qui reste quand même fragile. Oui. Et on a vu des sorties de terroristes qui ont mis en difficulté les institutions tunisiennes. Jusque-là, effectivement, les institutions tiennent. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Hein. Et puis la Libye, totalement instable, le Mali, le Tchad, même s'il est un peu plus loin, les pays où
le Cameroun, etc., où on voit les actions de Boko Haram. Enfin, l'Afrique déjà est un ensemble géopolitique vraiment très instable, très volatile. En difficulté. La conjoncture mondiale ne s'y prête pas non plus pour avancer sereinement, mais revenons au cas algérien directement. Revenons au cas algérien. Nous n'avons pas, contrairement à ce qui se dit, nous n'avons pas d'institutions véritablement solides. Ce n'est pas parce que nous avons des milliers et des milliers de policiers, des milliers et des milliers de soldats que ce sont les institutions qui tiennent. Aujourd'hui, c'est la répression qui est un modèle de gestion du pays. Et donc, moi, ma lecture par rapport à ce que je viens d'entendre, à ce que je viens de voir, y compris d'ailleurs dans la lettre de Hamrouche, il faut la prendre d'un point de vue psychologique beaucoup plus que politique. L'Algérien a besoin d'être visible. Il a besoin d'être visible parce qu'il a toujours été marginalisé. Marginalisé déjà depuis 1962, parce qu'il n'a pas le droit à la parole, n'a pas le droit d'agir dans sa région, dans sa commune, ainsi de suite. Il n'est pas acteur de son propre destin. À côté de vous, c'est la liste qui défile. Allez-y, allez-y. La liste est en train de défiler j'allais dire les lièvres, mais je ne me permettrai pas, bien sûr. Les gens ont besoin de visibilité. Or, il y a des projecteurs là qui se braquent au niveau de cette élection, entre guillemets, de ce jeu théâtral électif. Et donc, on va assister effectivement à tous ceux qui ont cette frustration de la marginalisation pour pouvoir justement être sur les feux de la rampe. Alors, je vais montrer d'autres images, celle de M. Zerdoud durant le mandat passé, les présidentielles passées, pardon, où vous allez voir ce niveau de certains candidats. Puis nous allons continuer le tour de micro. ماذا نتغلب على امريكا بالجانب السياسي يعني الجانب السياسي انا بالنسبه لي البطاطا البطاطا شحال دير البطاطا اليامات هذه راهي رخيصه شحال دير راهي دير في جهات دير 7 ملايين في جهات دير 5 ملايين في جهات نحن عندنا 5 ملايين الكيلو 500 لا مش 5 ملايين 5 دنانير في جهه يبيعوها 5 دنانير 7 دنانير وفيها 16 دينار. Boran Messir, il n'y a pas que des candidats de ce genre-là, mais aussi, par exemple, celle de M. Benflier, celle du général-major, de l'ex-général-major Ali Rdiri. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de la candidature de Ali Rdiri, d'abord? Mais avant de vous donner la parole, M. Moukarrana El-Arbi nous a demandé de faire dire que la personne qui s'est présentée en son nom, un ex-collaborateur Nicolas Sarkozy, ne le représente en rien, ne représente pas M. Ali Rdiri. Je vous laisse nous dire votre avis sur la candidature de cet ex-général-major de l'armée. Si vous permettez, avant de parler de cette candidature, j'aimerais revenir sur le nombre de candidatures. Oui. Il faut dire une chose. La loi le permet, que ce soit la Constitution ou bien la loi organique relative au régime électoral, permet à tout Algérien qui est en bonne santé et bien sûr bénéficiant de ses droits civiques et autres, a le droit de se présenter en tant que candidat à la présidentielle. Maintenant, les constats, avant de répondre à la question concernant l'ex-général-major à la retraite, le constat est clair. Il y a un adage, le fameux adage français qui dit « on ne se bouscule pas au portillon », là c'est complètement l'inverse. Vous avez eu, en 48 heures, en 2 jours, il y a eu 32 lettres d'intention. 32, vous entendez bien, 32. Ce qui est constaté dans ces 32 lettres d'intention, il y a une prédominance des indépendants sur les partis politiques. C'est vous dire que non seulement la chose politique a atteint un niveau très très bas, parce que l'essence même d'un parti politique, c'est de faire de la politique et de postuler à des mandats électifs, notamment des présidentielles. Donc cette chose politique a atteint un niveau très très bas et nous sommes en train d'avancer à reculons. La loi le permet et c'est tout à fait normal. Et là, c'est carrément au bénéfice du régime qui est en train de noyer toutes les candidatures pour dire que demain, finalement, nous avons 50, nous avons 100, nous avons 200 candidats. Vous voyez le niveau, donc il n'y a pas mieux que X personnes, par exemple.
Là, le tort, le grand tort, il revient surtout aux démocrates, surtout aux politiciens, aux gens qui sont censés faire de la politique, qui, depuis maintenant des années et des années, ne sont pas arrivés à s'entendre sur ce qu'on appelle un minimum syndical, disons un pacte démocratique, pour élaborer les règles du jeu et dire comment est-ce qu'on avance. Maintenant, par rapport à ces candidats, ils vont tous, je n'arrive pas à comprendre qu'il y ait 100 candidats, qu'il y ait 200 candidats, y compris la candidature de M. Benflis, y compris la candidature de M. Ali Rdiri. Je ne comprends pas comment est-ce que des gens acceptent à être des lièvres. Là, les gens sont en train de courir et acceptent d'être des lièvres. Vous savez que pour chaque candidat, moi je vais parler du point de vue financier, pour chaque candidat qui exprime son intention ou qui dépose une lettre d'intention au niveau du ministère de l'Intérieur, il reçoit automatiquement 60 000 formulaires. Alors, vous multipliez par le nombre de candidats, déjà rien qu'à l'étape de la candidature, vous allez voir l'impact financier, l'argent qui va être dépensé dans cette situation. Monsieur Ali Rdiri, maintenant, le cas de Monsieur Ali Rdiri, parce que moi je me dis que quelque part, un candidat du régime il ne se présente pas à la première heure. Il ne se met pas au devant de la scène dès le premier jour ou le lendemain de la convocation électorale. Moi, à mes yeux, M. Ali Rdiri, au même titre que les autres candidats, est un lièvre. Il est en train de courir au même titre que les autres candidats. Ce qui m'étonne parmi les candidats, qui sont du moins ceux qui ont exprimé leur lettre d'intention, je ne les cite pas en tant que candidats, ceux qui ont exprimé leur lettre d'intention, ce qui m'étonne, c'est le comportement de M. Ali Benflis. M. Ali Benflis, souvenez-vous, au lendemain des élections de 2014, a publié un livre blanc dans lequel il dénonce la fraude. Et là, rebelote, on rejoue le même scénario. Saïd Akinine, c'est vrai que ce que dit Borhan Messir, finalement, la plupart de ces candidats, du moins les plus avisés, comme M. Ali Benflis, qui était chef du gouvernement, qui sait donc ce que fraude veut dire, ou M. Ali Rdiri, qui était général-major de l'armée, et qui sait ce que fraude veut dire, et qui sait ce que désignation veut dire. Pourquoi ils ne savent pas que ces gens, je parle de ces gens qui sont un tant soit peu sérieux, des candidats plus ou moins lourds, ils ne savent pas que le candidat sera désigné, qu'il ne sera pas élu par le peuple? Si tu permets, Djamaldine, il me semble que ces jours-ci, j'ai écrit sur ma page Facebook que si même Dieu, qu'il me pardonne, se présenter contre un candidat du système, contre Bouteflika, il aurait perdu d'avance. Ce n'est pas une vue d'esprit, je ne vaticine pas, je ne lis pas dans une boule de cristal, mais nous connaissons la nature elle-même de notre système. Maintenant, si vous me posez la question sur tel ou tel candidat, il est vrai que certains connaissent très très bien les mécanismes de fonctionnement. Et par cette connaissance, je ne les appelle pas candidats. C'est des clients. Chacun est venu revendiquer une part d'une façon ou d'une autre. Sinon, dans l'état actuel des choses, est-ce que, moi qui refuse de parler d'élections, nous parlons, moi et mes amis, du simulacre. D'autres l'appellent le théâtre, chacun l'appelle comme il souhaite, mais il n'y a pas d'élection. Pourquoi ? Parce que les élections reposent sur un nombre d'éléments qui sont parfois factuels, ils ne sont même pas d'ordre idéologique. C'est l'ouverture du champ politique, c'est ainsi de suite, pour qu'il y ait réellement l'émergence. C'est-à-dire la société sécrète ses propres représentants et qu'il y ait un mouvement naturel qui se fait. Mais non, si vous me parlez de l'un ou de l'autre client dans sa branche respective, à savoir l'armée, il est possible que j'aurais... Mais l'armée, Ali Rdiri, il a subi les foudres de Gaïd Saleh, du général de corps d'armée Gaïd Saleh. Il semble qu'ils ne soient pas très d'accord l'un avec l'autre. Vous me parlez de qui? Monsieur Ali Rdiri. Monsieur Ali Rdiri s'est fait sermonner, voire menacer. C'est qui, monsieur Djamaldine? C'est un joueur de Waterloo? Il fait de la gymnastique aquatique? C'est qui? C'est un général-major.
Mais nous parlons de la politique. C'était un général-major. En ce moment, c'est un citoyen qui se présente aux élections présidentielles. Nous parlons de la politique. Oui. De la politique. Maintenant, tout à l'heure, j'avais parlé d'OPNI, les objets politiques non identifiés. Il est vrai que moi, personnellement, je plaiderais à ce que chaque citoyen recouvre sa citoyenneté totale et entière en se présentant aux élections. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais essayez de nous présenter avec une compagnie de com de part et d'autre, parce qu'on est en train de... Tout ça participe au simulacre, à la théâtralisation où chacun joue son rôle. Nous expliquer qu'il y a des fortes chances... Alors, si j'ai bien compris, dans cette liste, il y a des lièvres qui sont pour prendre de l'argent ou et il y a des acteurs, des clients du régime qui jouent leur part, qui jouent leur rôle, le rôle qui leur est dévolu, du moins. Je vous le confirme, M. Djemeldi. Moi, personnellement, je vois les choses un petit peu différemment. Au-delà des candidats totalement folkloriques, qui sont là, encore une fois, c'est beaucoup plus psychologique que politique. C'est véritablement une démarche de visibilité, d'avoir la possibilité d'être sur des écrans, d'avoir des journalistes autour de soi, etc. C'est un honneur et on voit très bien que c'est très demandé comme démarche. Maintenant, je ne situe pas dans ce cadre-là, dans cet axe-là, les candidatures de Ali Rdiri, candidature de Benflis, éventuellement la candidature de Makri. Je ne sais pas s'il s'est présenté ou pas, mais on sent que lui aussi... Lui il a dit qu'il réservait que le parti... Mais qu'il a dit, entre autres, que si les élections étaient libres et honnêtes, c'est lui qui l'emporterait. C'est là où je voulais en venir. Hamarouche, vous ne le situez pas à l'air d'Iri. C'est ce que je suis en train Il est en retraite depuis 2015, il ne s'est jamais exprimé, il ne s'est jamais... Makri, je suis tout à fait d'accord avec vous. Benflis, là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais à l'air d'Iri, depuis 2015, il est en retraite. Il n'a jamais fait une action caritative dans la société. C'est le minimum que l'on puisse faire. Saïd, moi je ne personnalise pas à ce point-là. C'est-à-dire la candidature de Ali Rdiri, mon opinion, je donne mon opinion, c'est que c'est un général à la retraite. Et on sait ça aggrave son cas. On sait qu'il y a quelques semaines, quelques mois, l'armée a été complètement déstabilisée, il y a des généraux qui ont été arrêtés, beaucoup de généraux qui ont été mis à la retraite de force, il y a des généraux inculpés, etc. Donc, quelque part, ça ne m'étonne pas qu'un des leurs vienne justement tenter d'effacer cette image absolument catastrophique de l'armée et qui se disent, voilà, moi, je suis pour un État démocratique, je suis pour des élections libres, etc. etc. Donc, effacer cette image absolument piteuse de l'état-major, des officiers de l'armée, etc. Donc, de mon point de vue, j'insiste encore une fois, que ce soit Rdiri, que ce soit Benflis, que ce soit Makri ou Hamarouche, moi je pense qu'ils sont plutôt en affût. Ils attendent. Est-ce que véritablement Bouteflika va se présenter? Donc je crois qu'il y a un délai. Je crois qu'on a encore un mois où il y a possibilité encore de candidater. Donc ils attendent la dernière minute au cas où, par miracle, je pense que c'est dans leur tête, par miracle, il y aurait une ouverture, même si c'est une ouverture... Qui leur permettrait éventuellement de pouvoir être élu ou désigné. Oui, de mon point de vue, désigné. De mon point de vue, désigné. Mais que ce soit un jeu un petit peu comme en 99, s'il n'y avait pas Hossein Ait Ahmed en 99, qui a pris conscience qu'on était en train de faire un théâtre des ombres derrière eux et qu'il a appelé les candidats, je pense qu'il y aurait eu un semblant d'élection et on aurait attribué des pourcentages. Mais les 6 s'étaient retirés, hein? Oui, c'est ce que je dis. Mais ils se sont retirés parce que Hossein Ait Ahmed les a appelés et leur a demandé de se retirer. Donc, encore une dernière fois, j'ai entendu Sofiane Djilali
qui appelait justement les candidats, du moins les candidats plus ou moins sérieux, à se retirer s'il y a un cinquième mandat s'il y a un cinquième mandat. Je rajouterai, si aussi il y a un candidat du consensus au niveau, consensus, je veux dire, au niveau de l'armée et du DRS. Mais un mot, parce que reste Brahim Messeri, on a épuisé notre temps. Un mot. Je ne sais pas, est-ce que c'est une erreur d'appréciation ou que je ne vois pas bien? Ce que j'ai à relever, c'est que la quasi-majorité des éradicateurs soutiennent tous à l'Erdiri. Il y a de quoi que ça soulève une question fondamentale. On se posera ces questions peut-être la prochaine fois. Brahim Messeri, vous qui donc, allez avoir le mot de la fin. Au sujet de ce cinquième mandat, pourquoi finalement ce n'est pas sorti? Est-ce parce que l'état de santé de M. Bouteflika est au plus mal ou est-ce qu'il y a autre chose? Non, parce que les textes réglementaires le permettent, parce qu'il faut rester sur ce point-là. À partir du moment où il y a une convocation du corps électoral, les candidats, ou du moins les postulants, ont 45 jours pour déposer leur dossier de candidature. Donc les délais réglementaires courent toujours, le problème, il ne se pose plus. Permettez-moi de revenir un petit peu sur les cas de M. Al-Khliili. On ne peut pas se présenter à une élection aussi importante qui est l'élection présidentielle, je dirais l'élection entre guillemets bien évidemment, un suffrage pareil, à 3 ou 4 mois des élections. Quand on n'a pas une assise populaire, quand on n'a pas une organisation, une logistique, je ne sais pas comment est-ce qu'on va évoluer. Et si les choses se maintiennent telles qu'elles sont, je parierais, ça c'est mon avis personnel, qu'il sera bien derrière Ali Ben Fliss. M. Ali Ben Fliss sera bien avant M. Al-Erdiri, parce que le minimum c'est que Ali Ben Fliss, il a déjà quand même, disons que ce n'est pas une assise populaire, mais il a déjà une organisation d'un parti politique. Une élection pareille, c'est une élection très très importante. Et malheureusement, je m'excuse, je vais terminer avec une citation en arabe. Rien ne va changer apparemment. Merci Brahim Messeri, merci Hassan Hairish, merci Saïd Aknin. Dommage pour Rachid Nekez, nous n'avons pas pu le joindre. Je suis désolé Saïd, on a des... Juste 3 phrases. Alors 3. Donc, après Laylat Shek al-Intihabi, il va venir Laylat Shek al-Musharaka, et après par la suite Laylat Shek al-Nata'ij. Génial. Alors, nous allons sortir avec ce que nous disent les jeunes de ces élections. Écoutez-les. الرئيس ما مشاش تمشي بلاد لا بريزيدون تاع الجيري ما يمشيش تمشيو بلاد خافوا ربي في لي جان لا سلاح لا بارود لا الحمد لله خافوا ربي في لاجونات معليش نقول لك حاجه شحال كاين معانس في الجزائر عباك يتخلط 11 مليون عانس و11 مليون حراس لا شحال كاين 11 مليون عانس شحال كاين محرك في الغربه اللي ماتوا بركا كاين واحد كنديروهم واحد 11 مليون ثاني كي تزوج 11 مليون ب 11 مليون يخرج وزير ورئيس وبيلوت وانت واحد اخر تقدر تكون مونطاليتي واحد اخرى كاع بلاد واحد اخرى عقليه جديده يعني حنا مازال هذه الحكايه تاع 99 كان في عمري 9 سنين كيطلع البريزيدو هذا وكبر وانا كبرت مازال عندي وراح نقول لك حاجه انا والله ما عندي كارطه تاع فوت والله ما فوطي بيسك ما كاش في الجزائر هذه واش من الفوت ما جاوش الهوا معليش راح نقول لك حاجه الجزائر كاع تفوطي كيما راهي كاع تفوطي على ورقه اكس ماشي بوتفليقه قسما بالله غير يديها هو شوف تحب تجنح كونغو لا شنو سمح لي كونغو الباري تاع البترول كي كان يدير 100 دولار انت استفدت ما استفدت والو كي كان يدير 20 دولار نضريت واش الزواري علاش عندنا بترول مالح حنا ما عندناش بترول مع حنا عايشين حنا ولادي ما نعرفش البيت تاعهم ماشي تاعنا كاينه حاجه سامحني كاينه حاجه نقولها لكم شفاو على هاد الوجه كاينه حاجه اذا طلت العمار انا وياكم تفكروا ولا قصرت انا وياكم تحاسبوا كاينه حاجه ما توليوش الشرعيه تاع 91 تلي الشعب واش خير والله البلاد هذه ما يترفد راسها ولا رفدت راسها والله ما ترفد باسكو ربي عطانا قانون تاع 91 وفوقنا نحاو لنا